Faut-il parler du dialogue ou pas? Parce qu'en République démocratique du Congo, la classe politique continue toujours de se diviser sur cette question du dialogue. On va dialoguer avec qui? Qui sera comme médiateur? Qui va convoquer le dialogue au moment où ça continue de tirer dans la partie est de la RDC? L'AFC, le M23, le Rwanda font le malin et nos moments sont violés. Bienvenue à vous, vous êtes nombreux à nous regarder de partout. Bonsoir. Nous allons recevoir sur ce plateau Christopher Ngoy, il est coordonnateur de la société civile de la République démocratique du Congo, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir cher ami Félix. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Christopher Ngoy, est-ce que le pays va bien? Oui, bon, disons que le pays va comme il va. Va comme il va, ça signifie? Ça signifie il est en train d'évoluer. Il est en train d'évoluer, il est parti depuis 7 ans d'une période qui était bien caractérisée et il a pris une nouvelle direction. Et cette nouvelle direction fait son chemin. Faire son chemin. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, on s'élance, c'est tout le monde qui crie au dialogue. Ceux qui sont proches de Tshisekedi, les autres qui envisagent qu'il faut aller au dialogue, les autres, pour eux, il ne faut pas dialoguer. Et toute l'opposition en entièreté parle du dialogue. Est-ce que faut-il aller au dialogue pour mettre fin à la situation qui se passe dans l'Est de la RDC? Bon, si il s'agit de mettre fin à la situation de guerre qui sévit depuis 30 ans à l'Est de la République démocratique du Congo, oui, on peut organiser un dialogue. Mais si c'est pour permettre à ceux qui, lors de dernières élections, avaient refusé d'y participer, à ceux qui avaient participé, mais sans convaincre le souverain primaire, qui nous a pas voté, et que aujourd'hui, ils cherchent à se remettre en selle. Si c'est pour permettre à ceux qui disent ou qui prétendent qu'on leur aurait ravi des biens individuels, à pouvoir leur permettre à pouvoir récupérer ces biens, si c'est pour tout simplement mettre en difficulté la mandature actuelle, issue des élections libres et démocratiques, alors à ce moment-là, j'ai dit tout de suite qu'il ne faut pas aller au dialogue. Oui. C'est-à-dire pour vous, un dialogue signifie ce dialogue-là quand on va poser le problème sécuritaire dans la partie est de la RDC. Ce qui reste, il n'est pas important. Oui, le dialogue en soi doit être porteur. Il doit conduire à un résultat. Doit être un enjeu. En stratégie, l'enjeu se définit comme étant une problématique identifiée comme porteuse d'un potentiel de changement qui peut être positif ou négatif. Positif en termes d'opportunités, négatif en termes de menaces. Alors, ce dialogue, s'il est organisé,
c'est parce qu'il y a la guerre. Tout le monde parle de la guerre. Et cette guerre remonte à plus de 30 ans. Et le changement qu'on attend voudrait que ce dialogue conduise à la fin de la guerre. Cette guerre dont M. Kagame Paul se targue de l'avoir installée sur notre territoire parce que le Rwanda aurait des terres en République démocratique du Congo. Et qu'il faudrait trouver une solution quant à ça. Pourtant, autrefois, il a prétendu que c'était pour mettre fin à la menace des FDLR. Tout dernièrement encore, il a parlé de peuplades d'origine rwandaise ou apparentée aux Rwandais qui seraient menacés sur notre territoire. Vous voyez que les raisons sont évasives, mais ce que nous retenons, parce que lui-même l'a souligné que depuis 30 ans, s'il opère au Congo, c'est parce qu'il tient à récupérer ces terres. Et est-ce qu'a-t-il raison ou pas, Paul Kagame? Parce que voilà, ces déclarations ne datent pas d'aujourd'hui. Il n'a pas raison. Parce que, tout dernièrement, j'ai suivi la réaction du Royaume de Belgique à travers le roi, qui a précisé que le Rwanda fut une partie du Congo. Le Rwanda? Oui. Au moment de notre accessoire d'indépendance, le Rwanda fut une partie du Congo. C'est plutôt le Congo qui peut revendiquer, si pas des terres au niveau de l'actuel territoire du Rwanda, mais qui peut revendiquer le Rwanda dans son ensemble. Mais pourquoi Paul Kagame, continue toujours de formuler cette phrase à chaque fois? Il y a nos terres en République démocratique du Congo. Maintenant, si le dialogue a pour objectif de couper de l'herbe sous les pieds de M. Kagame, l'empêcher de demeurer au Congo, d'empêcher d'attaquer, d'endayer le Congo, alors nous ne sommes pas dans la logique d'un dialogue qui va mettre fin à l'agression rwandaise, dont on nous parle par l'opposition et certaines sensibilités sociales. J'ai insisté que ça doit être un enjeu. Le dialogue. Qui permet de terminer, oui, le dialogue doit être un enjeu qui permettrait d'évoluer d'une situation A vers une situation B. Mais si c'est tout simplement, comme il s'apparente maintenant, à travers tous les éléments qui sont en présence, nous, à la société civile ADC, nous considérons qu'on voudrait nous amener à un dialogue, tout simplement pour permettre à ceux qui avaient évité de participer aux élections, à ceux qui avaient participé mais qui n'ont pas été élus, à ceux qui sont aigris, qui revendiqueraient des biens personnels, à pouvoir récupérer qui c'est bien, qui s'est repositionné dans les arcanes du pouvoir. Et aussi soulève plusieurs questions. Christopher encore, il soulève la mauvaise gouvernance. Les élections se sont passées dans de mauvaises conditions, où nous avons vu pour la première fois 7 jours d'élections. Le champ privilégié pour dénoncer la mauvaise gouvernance, pour réparer ou apporter une nouvelle donne, une bonne gouvernance. Le champ privilégié pour ça, c'est la démocratie, la pratique de la démocratie. Mais cette démocratie qui est bafouée prévoit tous ces aspects-là. C'est-à-dire, vous allez vous présenter devant le peuple. Si vous êtes élu, eh bien, vous assumez vos responsabilités, vous dirigez. À la fin de votre mandat, s'il y a des gens qui estiment que vous avez mal dirigé, mal travaillé, ils vont s'adresser au seul patron
Mais vous n'allez pas, vous n'allez pas les interdire. Souverain primaire Oui. qui aura lui-même aussi vécu la mauvaise gestion ou la mauvaise gouvernance et qui sera prompt à les entendre, je peux dire, à les adopter de manière à ce qu'ils leur réservent un vote au niveau du suffrage, un vote positif. C'est-à-dire vous les interdisez, vous les interdisez de parler. D'aucuns. Mais lorsque les élections n'ont pas trouvé, pour eux, les élections n'ont pas trouvé la vraie solution, parce que Tshisekedi vient des élections que eux pensent chaotiques. C'est pour cela tant d'autres, avec une mauvaise gouvernance, de déclaration en déclaration, c'est pour cela les autres même se retrouvent dans la partie est de la RDC, les autres sont en exil, ils pensent, il faut se mettre autour d'une table et en parler en face. N'ont pas envoyé des gens en exil, n'ont pas envoyé des gens faire. Mais ceux qui sont en exil? Les élections étaient libres et transparentes. Mais ceux qui sont en exil? Tous ceux qui ont voulu participer ont participé. Et ils ont posé des conditions qui ont été rejointes. Nous savons qu'il y a une partie, une force politique, entre guillemets, le PPRD, dont l'autorité morale avait dit qu'il ne participait pas. Il avait même conseillé au souverain primaire de ne pas s'enrôler. C'était dans le cadre des préparatifs de ces élections. Et Dieu merci, le peuple lucide qu'il est, il n'a pas voulu le suivre. Et les élections ont eu bel et bien lieu. Toutes les grandes figures de l'opposition y ont participé. Et il y avait des préalables qu'ils avaient posés. Et la CENI en a tenu compte. Même nous les avions accompagnés, soutenu ces préalables en termes de transparence, parce qu'on évoquait la possibilité, donc l'obligation de procéder bureau par bureau. Et la CENI hésitait, et puis nous avons insisté. La CENI a fini par adopter. Et je sais que ces élections, lorsque nous parlons du scrutin présidentiel, lors du dépouillement, c'était bureau par bureau, et même lors de la restitution par la CENI. Et il avait été demandé à tous ceux qui avaient d'autres ou des résultats contraires de pouvoir les présenter devant les cours des tribunaux. Mais dans combien de jours? Oui. Les élections organisées dans combien de jours? 7 jours et une semaine? Non, ça c'est pas un problème, cher ami. Mais les élections oui, sont organisées qu'un seul jour. Moi je vous dis que partout d'ailleurs, quand on organise des élections, je prends par exemple, la France. Il y a même les États-Unis. Avant qu'on procède au vote par l'ensemble ou la grande majorité de la population, ou de leur population, il y a toujours le vote par correspondance qui se fait déjà, même une semaine avant, ou plusieurs semaines avant. Mais c'est ce qui prévoit déjà leur loi électorale, ce qui est contraire à chez nous. Se font même après, jusqu'au moment où les derniers bureaux ferment. Ce qui est prévu dans leur loi électorale. Oui. Ce n'est pas ce qui est prévu chez nous. Dans notre loi électorale, il n'est pas prévu, il est prévu également de vote par correspondance. Au niveau de la diaspora, c'est prévu. Et il est prévu que dès qu'on a déclenché le processus, même au niveau de la diaspora, nous sommes dans le cycle électoral, le processus d'élection. Alors, s'il y a des endroits où on n'a pas pu terminer le vote, l'objectif ou l'essentiel, c'est de permettre au patron, au souverain primaire de pouvoir s'exprimer. Vous ne pouvez pas le contraindre, de dire voilà, parce qu'il est 18h ou bien il est 20h, on bloque, on ferme les bureaux, vous ne pouvez plus accéder, vous ne pouvez plus voter. Non, ça c'est une aberration, parce que l'objectif, c'est de permettre à chaque Congolais de s'exprimer. Et réellement, il y a des entités, il y a des endroits où il n'y a pas eu élection. Notamment, je crois, en Ituri ou au Bandundu ici. Les élections on a organisé un scrutin. Dernièrement, il y a une semaine ou deux, la CENI était en opération, ça a été organisé. Ça, c'est pas un problème. Et il s'agit toujours de ce même cycle ici, la même législature.
Alors, vous n'allez pas me demander si ceux qui ont été qu'on vient de lire maintenant là, lorsque nous allons arriver à l'échéance, on va peut-être leur demander de prolonger le mandat pour récupérer les 2 années perdues ou comment, non. Dès que nous arrivons à la date échue, même leur mandat aussi s'arrête, on entre dans une nouvelle législature, les nouvelles élections vont s'organiser, même là-bas. Même là-bas. Alors, c'est pour dire clairement que les élections, évoquer le fait que les élections se soient tenues sur une durée élastique, équivaudrait à dire que ces élections ne valent pas, il faut les annuler, ou équivaudrait à dire qu'on est autorisé à prendre les armes pour tuer qui? Des innocents qui n'ont rien à voir, et même avec la politique. Et vous allez les massacrer, vous allez violer les femmes, parce que le viol a été utilisé comme arme de guerre. Des viols alors systématiques. On a violé des bébés, on en a tué, on a violé des mamans, on en a tué, on a violé des grands-mères, on en a tué. À qui la faute? Mais à ceux qui posent ces actes. Ce n'est pas prévu dans notre constitution que si jamais il y a des problèmes ou des difficultés ou il y a une ratée quelque part dans le processus électoral, il faut recourir au viol, il faut recourir aux tueries à masse, à grande échelle, il faut recourir à la guerre. Non, ce n'est pas prévu dans notre constitution. Et des gens qui procèdent à ça sortent du schéma démocratique, ils sortent de la constitution. Et on ne peut plus prétendre se mettre autour d'une table avec eux pour dialoguer de quoi, négocier quoi. Et ils ont dit, au pays, il y a une dictature qui s'impose du pouvoir actuel, entre autres, museler l'opposition, ne pas leur permettre de faire de marche comme il faut, ainsi de suite. Cher ami, vous êtes au pays. Nous avons combattu le maréchal Mobutu. Nous n'avons pas pris les armes. Parce que lorsqu'on se lance sur cette voie-là, c'est le kit ou double. Soit vous lancez, vous prenez les armes, vous attaquez le pouvoir installé, et si vous gagnez la guerre, vous installez des forces. Ok? On l'a vécu, ça s'appelle coup d'État, ou renversement de régime. Mais si vous n'y parvenez pas, vous avez raté votre coup. Personne ne va vous inviter sur une table pour vous dire, voilà, venez, on va maintenant... non, à moins que vous ayez une mise sur le territoire, et à ce moment-là, par chantage, vous puissiez pousser le gouvernement à venir négocier avec vous. Mais ici, il y a des gens qui ont pris les armes, soutenus par le Rwanda, et qui ont promis qu'ils allaient arriver à Kinshasa ici au mois de juin de l'année passée. Aujourd'hui, ils ont une année, ils n'ont pas évolué. Une année qu'ils occupent de certains de territoires et de villes. C'est-à-dire qu'ils ont échoué. Ça fait une année qu'ils ils occupent certaines villes et certains territoires. Comment vous allez dire ils ont échoué au moment où ils continuent de tuer, renverser le régime, le pouvoir. Oui, ils continuent à occuper une partie et il y a des affrontements qui continuent. Parce que l'armée congolaise, les FARDC et les Wazalendo n'ont pas désarmé, ils continuent à défendre. Et je dois vous dire que lorsque les gens ont entrepris ce genre d'aventure, et à un certain moment, ils veulent qu'on dialogue avec eux. Ils doivent commencer par montrer des signes de repentance. Comment ça? Oui, montrer, dire clairement qu'ils ont été induits en erreur ou bien ils se sont engagés sur une mauvaise voie. Mais ils sont prêts à abandonner cette voie-là aussi que au sein même du gouvernement actuel, vous avez aussi des gens qui ont fait presque la même chose. Ils sont deux ministres sont nommés aujourd'hui. Écoutez, nous parlons de la situation qui prévoit actuellement à l'Est. Ok? C'est de cette situation-là. Et moi qui vous parle, je n'ai jamais été dans une organisation armée.
où la société civile n'a jamais pris les armes pour combattre un pouvoir en place. Mais s'il y a eu des gens qui sont passés par là et qui se sont amendés au moment où il le faudrait et qu'ils ont tiré des leçons et se sont amendés, ils ont juré de ne plus reprendre cette voie-là et du reste ils ont payé. Parce que là vous faites allusion au VPM Jean-Pierre Bemba. Il y a les autres, Moïndo Zangui, je peux vous citer tant d'autres. Moi, je voudrais vous dire qu'ils se sont amendés. Ils ont. Mais eux aussi veulent s'amender. Ils veulent s'amender. Non. Lorsque vous écoutez Nanga, il dit quand est-ce que Félix Tshisekedi va convoquer le dialogue? Il veut combien de morts? Voilà. Pour qu'il convoque le dialogue. Oui. Écoutez un peu ce discours-là. Ça, c'est un discours que nous ne pouvons pas accepter. De quelqu'un qui pense que pour qu'il soit invité à la table de dialogue, il faudrait qu'il tue des innocents par milliers. Donc il massacre les innocents par milliers. Et de ce fait, nous allons trembler, nous allons dire non pour nous préserver, pour préserver les populations. Autant nous mettre à genoux devant lui, qu'il vienne, on va discuter. Et lui viendrait en position de force pour nous imposer son cahier de charges. Et le cahier de charges que Nanga porte, nous le connaissons. C'est le cahier de charges de Paul Kagame. C'est le cahier de charges du Rwanda. On connaît ce que le Rwanda revendique à la RDC. Tout ce que les autres... C'est tout cela qui fait que on ne peut pas accepter le dialogue dans ce sens-là. Lorsque nous, en tant que société civile, nous pensons dialogue, nous disons ce pays a 65 ans d'indépendance. Nous avons connu diverses fortunes. Mais jusque-là, nous ne sommes pas sortis totalement de l'auberge. Et s'il faut, parce qu'à 65 ans, on doit considérer qu'on est adulte, n'est-ce pas? Oui. On voudrait faire des choses comme des adultes. Ce n'est pas un dialogue lié aux états d'âme, lié aux individus. Mais c'est ce qu'on reproche à Tshisekedi. Pour convoquer le dialogue, il veut, lorsqu'il voudra. Non. Ça dépendra de son état d'âme. Non. Le dialogue, lorsque je parle d'état d'âme, je voudrais dire ceci. Nous ne sommes pas dans le contexte où nous, société civile, s'il faut organiser un dialogue, que ce soit juste un dialogue pour donner l'opportunité à ceux qui ont raté les élections à pouvoir s'intégrer ou se repositionner ou reprendre pied. Non. Et pour autant, vous nous tuez par milliers et puis on vous permet de vous relancer ou de vous repositionner sur l'arène politique et nous nous frottons les mains. Nous ne sommes plus dans cet entendement-là. Alors nous allons dialoguer avec qui? Voilà. Demandez quel type de dialogue. Posez-moi la question. Non, c'est ce que je dis. Oui. Aujourd'hui, s'il y a dialogue, vous allez le faire avec qui? Voilà. S'il y a dialogue, les Congolais vont dialoguer avec qui? Eux, entre eux-mêmes. Mais entre eux, c'est pas pour terminer la guerre, parce que pour terminer la guerre, Kagame a déjà dit qu'il cherche des terres au Congo, ce n'est pas le dialogue qui pourrait terminer la guerre. Si nous voulons dialoguer, c'est pour que nous puissions jeter de nouvelles bases qui puissent permettre à la nation congolaise de décoller. Avec aussi ceux qui sont dans la FCM 23, qui sont des Congolais. Non. Eux, c'est les cours des tribunaux, cher ami. Ils ne sont pas dans cette logique-là. Comment on va les inviter à une table? Ceux qui disent qu'il faut les inviter à une table, qu'est-ce qu'ils vont apporter comme apport? Permettez la tautologie. Oui. Qu'est-ce qu'ils vont nous amener comme apport? À part les canons, les armes et tout ça, les drones, les missiles et tout. Nous pensons que nous, société civile, nous n'avons pas cet entendement-là. Nous pensons que s'il faudrait faire un dialogue, que les Congolais se retrouvent autour d'une table pour voir, faire une démarche prospective, interroger le passé. Qu'est-ce qui n'a pas pu marcher depuis pour qu'on soit là où nous sommes jusqu'aujourd'hui?
circonscrire un nouvel avenir et déterminer ce qu'il faudrait que nous entreprenions maintenant là pour nous orienter, nous diriger vers l'avenir que nous aurons circonscrit. Et c'est ce dialogue-là qui peut apporter le bonheur au peuple congolais, qui peut aider le pays à pouvoir se relever, à pouvoir récupérer sa dignité longtemps bafouée. Et ce dialogue-là... Les autres pensent que le dialogue que veut le pouvoir actuel, c'est le dialogue où Tshisekedi va voir que le temps serait à son profit. Bon, moi je rétorque en disant, c'est une approche, c'est l'approche des gens qui ne pensent que à occuper des fonctions politiques. Qui ne pensent pas que le pays, la vie du pays, la vie de la nation, ce n'est pas seulement les fonctions politiques que les uns et les autres occupent, au détriment de la grande et l'écrasante majorité des Congolais qui coupent dans la misère. Et ils ne vont pas nous amener sur ces types de considérations. Nous pensons que le dialogue doit nous amener vers une remise en question de beaucoup de choses. Dans notre constitution, il y a des imperfections. Le dialogue va nous amener à nous mettre, à harmoniser notre conscience. Parce que tel que nous sommes là, nous savons qu'il y a des pays, aujourd'hui, la Chine qui se liste comme une des très grandes puissances, elle a su se remettre en cause. Elle a su forger un modèle social, un modèle économique, un modèle de gouvernance propre. C'est ce qui lui a permis d'être là où il est et il fait le bonheur de ses citoyens. Et nous pensons qu'il serait temps que nous puissions nous engager sur cette voie-là, avec un dialogue qui nous permettrait de faire une prospective. Ce n'est pas un dialogue qui va permettre aux assassins de revenir au pouvoir, qui va permettre aux politiciens entre guillemets, qui pour eux, la politique, c'est juste une suite de parades mondains. C'est difficile d'avoir ce genre de dialogue, vous le connaissez très bien. Comment c'est difficile? Un dialogue où on parlera que de questions qui vont à l'intérêt de la nation, sans se partager de postes. Écoutez, c'est ce dialogue-là que nous nous attendons. C'est pas la première fois. Qu'est-ce que la population gagne lorsque des gens occupent des postes politiques après l'avoir tué? Ils viennent occuper des postes politiques et puis ils vous disent, c'est tout simplement un chantage. Qui voudrait dire quoi? Tant que nous sommes là, nous mangeons, nous buvons, vous pouvez rester en paix, dans votre souffrance. Mais si vous nous mettez de côté, nous vous tuons, nous vous agressons. Et on vous soumet à revenir à leur logique, de dire en tout cas, nous voulons la paix, ok, prenez ce que vous voulez, mais laissez-nous respirer, laissez-nous vivre. Voilà ce que j'appelle chantage. Et ça, c'est un comportement ancré dans l'esprit et la tête de certains politiciens qui vont jusqu'à dire, mais Tshisekedi voudrait qu'il y ait combien de morts pour qu'il accepte de convoquer le dialogue. Vous voyez un peu le profil de ce genre de politiciens. Ça, nous disons, non, il faut y mettre fin. Et il est temps qu'on y mette fin. C'est ce temps ici qu'on doit y mettre fin. C'est-à-dire pour vous, il faut ces Congolais qui ont d'abord l'amour du pays, ceux qui n'ont pas tué, qui seront autour d'une table pour partager des idées, voir qu'est-ce qu'on fera pour que la paix puisse revenir en plus démocratique. Oui, qu'est-ce qu'on fera pour que le peuple souverain, le propriétaire du Congo, c'est le peuple souverain, qu'il puisse une fois quand même se retrouver. Comme médiateur. Avec comme médiateur. Écoutez, le problème de médiateur, la Senko, le CC. Écoute, arrêtez ça. Qui vous dit que la Senko est neutre? Qui vous dit que la Senko est neutre? Ce sont les pères des églises. Non, mais ce sont des gens comme nous, qui ont aussi leurs propres problèmes individuels et tout le reste. Dernièrement, j'ai fait allusion à M. Labin Cholet, qui est en train de débiter des choses dans les médias. Il a dit quoi? Moi, il a dit que l'ambassadeur du Rwanda, ce qu'il a déclaré à Washington, serait peut-être le fruit d'un montage de l'intelligence artificielle. Comment c'est? Il n'était pas sûr de ça. Bon, il a dit des choses. Alors, moi, je dis voilà. De 1, sur le plan intellectuel.
Qui peut prétendre être plus intellectuel, plus intelligent que tout le monde? Tous on a étudié. Tous on a fait des sciences, même les plus compliquées. Et tous on s'est vu à l'œuvre. On a vu les œuvres de chacun ou de tout un chacun. Lorsque vous venez défendre des gens qui ont été au pouvoir pendant 18 ans, et un de prélats, non de moindre, c'est lui qui a dirigé la conférence nationale souveraine, et le dialogue que nous voulons doit être la réplique de la conférence nationale souveraine, mais cette fois-ci, nous allons y apporter beaucoup de sel pour qu'il puisse éclore. Lorsque j'étais en train de parler du cardinal Mosengo, paix à son âme, dira que les médiocres dégagent. C'est que vous voulez aussi dans ce dialogue. Et ces médiocres-là, oui, vous voulez nous les amener pour qu'ils viennent nous donner des leçons de la médiocrité? Non. Cholet, Cholet est un kabiliste. Cholet? Oui. Monseigneur Cholet. Monseigneur Cholet. C'est le même Cholet, Christophe Angoroy, au temps du président Félix Tshisekedi à l'opposition, c'est le même Cholet qu'on vous voyait dans des marches, justement des réunions entre des laïcs, ainsi de suite. Aujourd'hui, il est devenu kabiliste. Non, écoutez. Du temps de quel temps? Il était porte-parole de la Syncos, comme le poste qu'il assume, quand Félix Tshisekedi était dans l'opposition. Oui. On l'a vu, Kabon déclarait, l'Église catholique nous donnait 50% et nous aussi l'opposition 50%. Là, il n'était pas kabiliste, Cholet. Écoutez, je dois vous dire que M. Cholet, là je parle de l'individu, je ne parle pas de l'Église. L'Église, moi je suis membre de l'Église catholique. Je suis pratiquant. Et chaque dimanche, je suis à la messe. Chaque soir, je suis à genoux devant le crucifix du Christ. Je prie. Et je dois vous dire qu'un jour, j'étais désappointé. Nous sommes à Bruxelles. Je sors de la prison. Je devais faire un check-up. Et entre-temps, j'avais beaucoup de rendez-vous à l'Union européenne avec des députés européens. Et 11 avait tout un programme avec moi et d'autres organisations. Et le dernier jour de mon séjour à Bruxelles, la veille, j'ai reçu une invitation de Madame Donatella, qui dirigeait une ONG, une grande ONG, et qui avait organisé une conférence sur la RDC. Comment je ne connais plus le titre, mais c'était l'Union européenne voulait savoir quelle attitude adopter vis-à-vis de la situation en RDC. Et ils avaient invité un parterre d'intervenants, dont M. l'abbé Cholet, il était abbé à l'époque, donc Monseigneur Cholet. Alors, comme j'avais rendez-vous à l'Union européenne, des rendez-vous déjà fixes, j'ai dit à Madame Donatella que je tenais à participer à sa conférence, mais je viendrai légèrement en retard. J'étais avec Paul Sapou, nous avons commencé par l'Union européenne. Et lorsque nous sommes rendus sur le lieu de la conférence, nous sommes arrivés, elle avait déjà évolué, et nous n'avons pas voulu bousculer le protocole, nous sommes entrés discrètement pour nous mettre à côté là, suivre quand même derrière, oui. Et j'ai trouvé, il y a un orateur qui venait de terminer et Monseigneur Cholet a pris la parole. Ce qu'il a dit là, lui-même sait de quoi je parle. Et je n'étais pas seul dans la salle. Il y avait Joseph Tchombela et il y avait d'ailleurs mon jeune, mon petit ici, Fred Baouma, qui devait aussi prendre parole. Et j'ai suivi particulièrement, ou avec beaucoup d'attention, j'étais curieux d'entendre ce que Monseigneur Cholet allait dire. Parce que dans 48 heures, nous devrions nous retrouver
au dialogue de la Cinco. Et j'étais curieux même de savoir. C'est là où je découvre quelque chose de pas bon. C'est Cholet. Il a fait toute un réquisitoire contre l'opposition que nous étions. Le RASOP et tout ça, il ira jusqu'à dire mais il se comporte comme s'il n'y avait pas un président de la République élu et tout ça, alors que Kabila était même hors mandat. Cholet. Oui. Et il a dit des choses qui m'ont quand même surpris. Et à la fin, quand on m'entendait vers la fin, le protocole ayant remarqué notre présence, et on a annoncé notre présence là-bas, et puis on nous a récupéré de là où nous étions pour nous installer autour de la table. Et j'ai voulu que Monseigneur Cholet sache que j'ai entendu. Et pour avoir le cœur net, je l'ai approché à la fin. Nous tous on allait vers, pour nous soulager, je l'ai approché. Je lui ai demandé, mais monsieur l'abbé, ce que vous venez de dire là, et c'est ça la position de la Cinco, ou c'est votre propre position? Il a soufflé un peu, et puis il m'a dit, c'était dicté par la dynamique de la salle. Ce que j'ai dit là. Il n'a même pas répondu à ma question. J'ai dit ok, merci, j'ai compris. Je suis parti. Et le lendemain, nous avons pris le même avion, le même vol. On a fait escale à Luanda et puis tard la nuit, nous sommes arrivés ici. Le lendemain, nous tous nous devions être à la Cinco. Et déjà, il n'était plus chaud avec moi. Je me limite à ce niveau-là. Par la suite, j'ai vu dans son étude qu'il n'était pas chaud avec moi. C'est-à-dire, vous accusez et aujourd'hui. Déjà, au moins, oui, à cette époque-là, et je savais. Imaginez, nous sommes allés à cette conférence de la Cinco, là. Qu'est-ce qui m'a heurté? Dès le premier jour, on entre dans la salle, le secrétaire de la conférence épiscopale, Monseigneur Cholet, est en train d'esquisser les grandes lignes du règlement intérieur de ce dialogue. Et puis il dira, voilà, pour chaque délégation, il y aura un chef de délégation pour chaque délégation, ça on l'avait déjà fait. Et il dira, pour chaque composante ou sous-composante, il y aura un chef, donc un responsable qui va engager la sous-composante dans chaque délégation. Et là, il s'attarde directement sur la société civile. Il dit par exemple pour la société civile qui est dans la délégation de l'opposition, c'est tel, il a cité même un nom alors que nous n'étions qu'à deux, nous société civile, dans cette composante-là. Nous n'étions qu'à deux, il a cité même le nom, c'est tel qui va engager cette... ça m'a tiqué. Et je n'ai pas gardé silence, j'ai attendu au moment de la pause, j'ai approché le cardinal Mbongo, qui était vice-président de la Cinco. Je vais poser la question de savoir comment expliquer que eux, en tant que modérateurs, pouvaient-ils descendre au sein des composantes et même des sous-composantes pour déterminer qui engagerait les sous-composantes. Lui me dira qu'en tout cas, j'ai été aussi surpris. J'étais aussi surpris. C'est qu'il était honnête de sa part, il était aussi surpris. Mais sans qu'il sache que ça, c'était le coup de monsieur l'abbé Cholet, actuellement, Monseigneur Cholet. Et vous voyez ce genre d'attitude. Et automatiquement, j'étais appelé à ouvrir quand même l'œil. Et qu'est-ce qui m'a fait encore tiquer? Moi, je suis catholique. En voyant toutes les personnes qui étaient dans le service d'appoint, ceux qui servaient le micro, qui servaient même, parce qu'il y avait un buffet derrière là-bas, qui servaient même, des fois vous avez besoin du café, il va vous chercher le café, il vient vous donner et tout ça. J'ai pensé que c'était des jeunes bilingues à Mwinda, ou quoi, de l'église catholique. Mais après, je vais constater que c'était pas des jeunes bilingues à Mwinda, c'était des membres de l'ANER,
et puis d'un autre service de l'État qui garde les bâtiments publics. Je me dis, mais nous, en venant ici, nous pensons que nous étions dans un cadre neutre de l'Église. Mais ceux qui manipulent les micros, c'est-à-dire il prend le micro d'une bouche, il le désinfecte, il va donner à quelqu'un d'autre, et quand celui-là termine, il désinfecte, et tout ça. Ce n'étaient pas les membres de l'Église. Allez-y comprendre. Sauf quand nous avons écouté. Et en voyant ça, je me suis méfié même de toucher au micro. Je me suis méfié même d'aller aux messes parce que chaque midi, on devrait manger aux messes là-bas. Je me suis méfié. Et ça, nous sommes dans les installations de la Synco, de l'Église. C'est pour cela que vous avez peur aujourd'hui si elles sont... Je suis rebuté quand vous me dites, vous me parlez de la neutralité, cher ami. Là, je parle de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai vu. Ils ont fait déjà un grand travail, ils ont vu... Oh non, mais écoutez, ce travail-là, moi je pense qu'il doit venir à ce dialogue-là, comme tout le monde. Qui ne vous dit pas que moi j'ai fait un travail plus important que ça? Qui ne vous dit pas qu'il y a d'autres Congolais qui ont fait mieux que ça? Ils ont déjà un bon cahier de charges. Alors, s'ils ont déjà un cahier de charges, cela les disqualifie. Parce que ce cahier de charges-là, qui est à le déterminer, mais ils ne me diront pas qu'ils ont un cahier de charges totalement neutre et objectif parfaitement. Mais cette opposition veut aussi de ce dialogue. Je voudrais que les gens ne se cachent pas derrière certaines postures pour venir nous imposer des choses. Mais j'aimerais que des gens viennent, parce qu'à ce dialogue-là, nous reviendrons avec des propositions qui vont permettre à ce pays changement de se remettre. Écoutez, ça, ce n'est pas notre préoccupation. Je vous ai dit ici que ça, c'est le langage, c'est l'apanage de ceux qui pensent que eux sont faits pour diriger. Et que quand quelqu'un d'autre dirige, ça fait mal, il faut qu'on les disqualifie vite fait, comme ça eux prennent sa place. Il faut que si quelqu'un traîne, eux peuvent traîner. Eux peuvent rester, donc s'éterniser au pouvoir, là c'est bon. Mais si c'est quelqu'un d'autre, pas question. Lui, c'est juste quelques années, et puis il quitte, et puis nous reprenons notre affaire. Qu'est-ce que vous voulez signifier? Alors, ils sont dans cet entendement-là. Oui. Moi, je voudrais dire ceci. Ce dialogue, nous aussi, nous l'attendons. Des pieds fermes. Je vous ai dit que ça fait 65 ans que nous sommes indépendants. Sommes-nous réellement indépendants? Mentalement. La question la plus importante. Hein? Voilà. Et pourquoi avons-nous reproduit le modèle de ceux qui nous ont colonisés? Pourquoi avons-nous, jusque-là, reproduit la misère? Nous ne sommes pas parvenus à nous affranchir totalement, avec les nouvelles idées. C'est ça l'homme politique congolais. On accuse que tout ça, c'est la politique. Oui, mais j'aimerais que des gens viennent avec ce genre de questionnement, qu'avec des propositions irrélatives, à travers une perspective très large et profonde. Intrinsèque. Le dialogue. Et ce n'est pas des gens qui vont dans leur coin, ils peaufinent des choses, ils planifient des choses, et puis ils viennent, ils disent non, ils vont. Nous sommes là pour réfléchir. Nous avons des têtes pour raisonner. Nous sommes là pour réfléchir. Oui, nous allons le faire. Le dialogue. Et il n'y a pas des gens qui ont déjà réfléchi à notre place qui viendront nous proposer des choses. Non, nous avons aussi des répliques. Le dialogue au Congo ou bien à l'extérieur? Au Congo? Pourquoi à l'extérieur? Les autres sont en exil. Qu'est-ce ils viendront. S'il faut venir pour ce dialogue-là. Ils auront comme garantie bon, écoutez, de venir parce qu'ils savent comment. Ils ont fui eux-mêmes, ils savent pourquoi ils ont fui. Musez-les. Non, ils ont fui pourquoi? Ils savent pourquoi ils ont fui. Et puis ils savent pourquoi ils se retrouvent à l'extérieur. Ils savent pourquoi ils sont dans cette position-là. Ils ne veulent pas venir ici qu'ils les ont chassés. Le pouvoir actuel sera... Non, il ne nous a pas chassés. De le recevoir en bonté. Mais oui. Pas le museler. Qui se sent mauvais, qui se mouche. Quand des gens savent qu'ils ont des acquaintances, ils ont soutenu l'agression, ils n'ont jamais condamné l'agression, d'où ils sont parentés à ce projet-là, et ils ont peur même de venir ici parce qu'ils savent ce qu'il y a dans leur téléphone, ce qu'ils ont dans leur poche. Ils savent qu'ils ont des casseroles. Et ils veulent obtenir la garantie que, nonobstant tout cela,
il ne pourrait pas être inquiété. Est-ce que ça ne serait pas non plus exposer cette nation, exposer l'avenir de ce pays, nos enfants et ainsi de suite? Parce que nous voulons un dialogue qui va tirer les oreilles de chacun. Pas de partage. Non, pas de partage. On peut y arriver. Dans le sens où il faudra trouver des bonnes personnes qui peuvent nous permettre de partir maintenant sur un nouvel élan. Ce n'est pas exclu. Mais si c'est un partage où on doit accorder des primes à ceux qui ont tué et tout ça, sans qu'ils apportent quelque chose de substantiel, de consistant, tout simplement parce qu'ils ont eu le mérite d'avoir les armes de tuer des Congolais et de nous faire peur, et à ce moment-là, on leur dit, bon, venez occuper maintenant des postes. Non. Non. Ça, nous ne permettons plus. Et ça doit servir de leçon. Ils vous disent que vous gérez le pays par force. Écoutez, moi, je ne gère pas le pays. Non, c'est qu'ils sont au pouvoir. Le gouvernement gère le pays. Moi, je parle ici, quand je vous parle là, je vous parle au nom de la société civile, au nom de la population. Au moment où nous parlons ici, il y a des gens qui sont en brousse, qui ne peuvent même pas arriver dans des camps. Et ils ont quitté leur maison depuis des années. Et ils subissent toutes les intempéries possibles. Il pleut, n'ont pas moyen de s'abriter. Et ces gens-là, qu'ont-ils fait pour mériter ça? Sont-ils des Congolais ou ne sont-ils pas des Congolais? Ont-ils le sang rouge comme nous ou bien ils ont le sang noir? Et ceux qui les tuent, qui décident de les tuer ou de les laisser en vie, qui les violent, qui les martyrisent, sont-ils plus êtres humains que nous tous ici? Ça, nous disons non. Notre constitution consacre la primauté du souverain primaire, c'est-à-dire le peuple souverain. Il n'y a pas quelqu'un au-dessus du peuple. Et nous ne pouvons pas accepter qu'à chaque fois qu'il y ait des gens qui prennent les armes, ils vont tuer et puis ils reviennent à les dialogues. Faudrait-il qu'on tue encore combien pour que vous... Écoutez, ça c'est terminé. Et encore qu'ils ont essayé, ils ne sont pas parvenus jusqu'à Kinshasa. Et il devrait... il y a un adage qui dit, contre mauvaise fortune, bon cœur. Ils allaient commencer par dire, écoutez, demandez pardon aux Congolais. Nous étions trompés. Mais là, nous revenons au bon sentiment. Voilà, nous voulons venir pas pour chercher des postes. Nous voulons venir pour résoudre le problème. Nous voulons venir pour apporter notre contribution afin que le Congo se mette debout. Si tel n'est pas le cas, pas de dialogue avec eux. Et ils doivent rester là, pas rester là où ils sont, ils doivent aller au Rwanda. Le Rwanda doit s'organiser un dialogue. Pourquoi ils ne demandent pas au Rwanda, qui est leur support principal, d'organiser un dialogue au lieu d'aller tuer les FDLR ou de les pourchasser comme ils prétendent? Pourquoi ils n'organisent pas de dialogue avec eux? Cela n'est valable que pour le Congo. Et qui demande ce dialogue-là pour le Congolais, c'est un dictateur patenté. Non, c'est temps est révolu, cher ami. Christophe Arangoy, nous sommes presque à la fin de l'émission. Si vous demanderez, vous êtes de la société civile, oui, que vous œuvrez pour le peuple congolais, en ce moment où le pays est en train de traverser des moments difficiles, si vous demanderez de parler au chef de l'État, doit-il suivre les pressions de ceux qui crient matin, midi, soir dialogue, ou doit-il faire ce qui doit sauver le peuple? C'est simple, il doit faire ce qui doit sauver le peuple. Il doit faire ce... Il ne peut pas se laisser subir le chantage. Ça, c'est un chantage. Je sais qu'il est écœuré de voir ce qui arrive aux innocents, aux Congolais innocents, aux pauvres citoyens. Il est écœuré par ça. Il est estomaqué par ça. Mais il doit savoir que la meilleure façon d'y mettre fin, c'est de faire qu'il y ait une ligne de démarcation.
qu'il stoppe avec le scénario répétitif. Parce que si on demeure dans la logique qu'il faudrait prendre les armes, tuer le Congolais, puis on vous approche, on vous donne une parcelle du pouvoir, ça ne finira pas. Et ce pays n'ira pas loin. Nous allons mourir, nous allons laisser le pays embarquer dans un cycle infernal. Il faut qu'on y mette fin. La seule façon d'y mettre fin, c'est de dissuader quiconque à ne plus prendre les armes. Définitivement. Pourquoi les gens ne prennent pas les armes, les Américains? Même si la dictature, il y a mauvaise gouvernance, dissuader des gens pour ne plus prendre des armes. Kabila était armé. Kabila était armé, il avait le pouvoir en main. Mais astucieusement, nous sommes parvenus à le faire partir. Combien de fois nous a-t-on pas sollicité pour prendre les armes? On ne pouvait pas. Alors, c'est pour vous dire que il n'y a pas que les armes comme solution. À travers le monde, les armes sont les gens. Il n'y a pas que les armes comme ultime solution. Donc, pour nous, ceux qui ont pris les armes, et surtout que c'est des gens qui avaient une implication dans le processus démocratique, comme les Nangala, avant de porter cette étoffe-là des chefs de guerre, il ne pourra pas dire que c'est par hasard ou bien c'est le s'entraîner, ne savait pas. Non. Nanga a présidé la CENI. Mais quitter la CENI pour se trouver à l'antipode. Okay. Quitter la CENI pour se trouver à l'antipode. Bon, il a choisi, il a choisi l'option. Et il doit assumer. Et continuer à se targuer de ça, tout en disant non, qu'on m'appelle à faire le dialogue et tout ça. Il a tapé à côté. Autant que nous sommes déjà morts, autant qu'il y a des milliers de Congolais qui sont morts, il a attaqué Goma. Au moment où l'on disait, il y a tous ces déplacés qui étaient en sac un peu partout, qui ont afflué vers Goma. Ne faites pas entrer des armes à Goma. Ça va entraîner des morts. Il s'est entêté, il l'a fait. Il y a eu des milliers de morts. Ça, c'est documenté. Il y a des fausses communes, c'est documenté. Et un monsieur comme ça, qui ne demande même pas pardon, mais qui vous lance des colibés, il faudrait-il autant pour qu'on accepte que je vienne parler. De quoi il peut? Nangala, qu'est-ce qu'il peut nous apporter? Merci. Merci beaucoup Christopher Ngoy d'accepter à notre invitation. Nous sommes presque à la fin. Vous étiez nombreux à nous regarder de partout en République démocratique du Congo. Merci de nous suivre. Prenez rendez-vous pour la rediffusion de cette émission vendredi à 14h. Et restez branchés à la continuité de nos programmes Congo 26, la chaîne de l'unité nationale. Merci, au revoir.